On va prendre, si vous voulez bien, des questions de la salle. Il y en avait tout à l'heure qui, je pense, c'était pour Anne-Laure, mais plus généralement sur les impacts des recherches. Je vois un bras au fond à droite. Et ensuite, j'en vois un en bas à ma gauche. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis Hugo Witt, doctorant à l'unité mixte de physique CNRS Thalès. Parfois, à cause de nos sujets de recherche, on est dans des contextes très compétitifs qui poussent à la productivité et à l'accélération et donc parfois à la débauche de moyens qui évidemment ont des impacts environnementaux forts et on a du mal à voir comment les réduire. Bon, c'est plus largement entre guillemets une excuse qui a été utilisée très longtemps pour les économies en général et pas juste sur le milieu de la recherche. Est-ce que vous avez des réflexions à partager à ce sujet sur comment on peut s'accommoder de ça parce que je pense notamment à vous qui travaillez sur le photovoltaïque, il y a peut-être des enjeux comparables. Effectivement, je pense que la quantité ne fait pas nécessairement la qualité non plus. Daniel, si tu veux. J'ai pas réfléchi très directement à la question, donc j'ai pas de réflexion profonde à vous livrer sur ce point. Et je suis à un endroit, moi, qui est un peu particulier dans mon domaine de recherche, qui est un domaine évidemment très industriel, donc très porté sur la question de la compétitivité, de réussir à sortir le résultat en premier, d'ailleurs pas le sortir nécessairement par votre publication, mais éventuellement par brevet. C'est des pratiques de recherche assez différentes du monde des atomes froids, qui était le mien précédemment, où il y avait aussi une compétitivité, mais plus académique. Dans ce monde très industriel, moi, je suis principalement impliqué dans des questions de recherche fondamentale, qui sont sur des questions plus longues, sur des temps plus longs, et dans le photovoltaïque, on n'est pas très très nombreux à regarder les questions plus fondamentales. Donc, je suis pas moi aujourd'hui en prise avec cette situation de me sentir pressé d'aller vite à des résultats. Donc, je peux pas vraiment m'appuyer sur mon expérience actuelle pour être capable de vous apporter des éléments de réponse. J'ai tendance à imaginer que dans l'ensemble, ça va aller dans la direction de ce qui a déjà été évoqué plus tôt, qu'il va falloir faire évoluer les pratiques de recherche, que ça va aller vers des temps plus longs nécessairement, que ça peut s'accompagner sans doute d'une amélioration de la qualité, parce que je crois que la précipitation, on l'a vu dans la recherche en crise permanente, ça va aussi vers une publication massive qui n'est pas forcément un gage de qualité, c'est ce qui a été évoqué juste à l'instant. Donc je pense que ces évolutions-là, elles sont... Je ne sais pas comment les enclencher ou comment les favoriser, mais je pense qu'elles ne sont pas forcément à craindre et qu'elles sont au contraire à encourager et à développer. Merci, je crois que Yves voulait compléter. Juste un petit mot, une remarque par rapport à la présentation de Madame Lizoret, qui montrait la terrible corrélation entre l'empreinte carbone et le nombre de publications. Donc on rejoint tout à fait la question. Pour moi, il y a clairement un biais là-dedans, qui est que vous allez favoriser par ce type d'indice purement bibliométrique, justement, les grandes collaborations. Donc nécessairement les thématiques ou les pratiques qui impliquent beaucoup de missions de travail, beaucoup de missions de collaboration. Il serait peut-être utile de rajouter dans votre évaluation ce qu'on appelle l'indice normalisé, c'est-à-dire le nombre d'articles publiés, pas divisé par le nombre d'auteurs. Parce que si vous avez un théoricien qui publie, lui, il va publier seul. Il va avoir moins d'empreinte carbone. Et néanmoins, le poids, l'intérêt pour la recherche d'une publication d'un théoricien qui publie seul n'est pas forcément beaucoup moins grand que la publication Planck avec 564 contributeurs. Donc il me semble que avoir une vision bibliométrique plus large permettrait peut-être de tempérer un peu ce constat qu'il faut dépenser du carbone pour publier. Merci. Si je peux ajouter un point, ce graphique aussi des fois un petit peu controversé parce que corrélation n'est pas causalité et c'est pas nécessairement parce qu'on voyage qu'on est visible, mais aussi parce qu'on est visible qu'on est invité à voyager. Et après, dans ce graphique, il y a aussi des gens qui ont une faible empreinte carbone et une grande visibilité. Donc ça ne veut pas dire qu'il est exclu d'avoir une visibilité si on ne voyage pas énormément. Anne-Laure, si tu veux compléter. Oui,
Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis passée très très vite sur ce graphique, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et j'insiste beaucoup, notamment sur le fait que, effectivement, c'est ce que tu disais. Hein. Je suis d'accord que là, on voit une corrélation, c'est pas nécessairement une causalité. Et puis, c'est ce que je disais aussi, hein, c'est une question de visibilité et pas nécessairement de qualité de la recherche, voilà. Donc bon, et par ailleurs, voilà, on a tous des exemples de personnes qui font de la recherche d'excellente qualité et qui pour autant ne se déplacent très peu. Donc c'est pas du tout, enfin voilà, l'objectif de ce graphique n'était pas du tout de tout résoudre avec ça. En plus, c'est des questions qui sont pas mal. Sur lesquels il y a des résultats un peu contradictoires. Hein. Il y a plusieurs études qui montrent des choses un petit peu différentes, et notamment on voit des différences apparaître entre les États-Unis et l'Europe. Enfin voilà, donc voilà, le but est plus de soulever des questions là-dessus que de voilà. Clairement, cette publication ne répond pas à tout. Oui, effectivement, c'est un argument qui est souvent opposé quand on parle de réduire l'avion, c'est quel va être l'impact sur ma carrière et sur ma recherche. Donc c'est légitime qu'il y ait des gens qui essaient de s'intéresser à ça et aussi à ce qui nous fait choisir des choix de destination, de collaboration ou de colloques, avec là aussi des problèmes d'inclusivité qui sont que tout le monde n'a pas forcément les moyens pour atteindre ces colloques. Tout à fait. On avait une question de Michel. Une question là. Merci. C'est plus un commentaire qui s'applique d'ailleurs aussi aux exposés d'avant la pause et à cette table ronde. Je pense sincèrement qu'on ne doit pas opposer la nécessité de transformation de nos habitudes et de notre mode de vie aux innovations technologiques pour atteindre la durabilité. C'est l'exemple qui est criant dans ce que vous avez dit. La transformation qu'on a dans les modes de discussion, de conférences, de réunions de collaboration qu'on a pu mettre en place suite à la Covid, mais c'est aussi bien aussi pour le réchauffement climatique, vient de l'existence de ces plateformes virtuelles extrêmement performantes qui permettent maintenant de faire des réunions à distance et d'ailleurs peut-être plus inclusives puisqu'on peut avoir une partie en personne et une partie qui rassemble le reste du monde. Donc ça rajoute même à l'inclusivité. Ces plateformes sont une innovation technologique qui nous permet de transformer notre mode de comportement vers la durabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Si on veut aller vers une économie circulaire alimentée par une énergie décarbonée, il faudra des innovations technologiques et il faudra des transformations dans notre mode de vie. Donc il ne faut pas opposer les deux. Je crois que les deux vont ensemble. Ça n'induit pas qu'on ne s'interroge pas sur des manières de faire de la recherche plus sobre ou de limiter aussi certaines recherches, pas nécessairement que pour des aspects environnementaux, mais aussi pour des questions éthiques. Donc c'est jamais tout ou rien, et c'est pas nécessairement dire on coupe le robinet de toute une thématique de recherche. C'est juste voir comment on peut inclure. Mais l'un ne va pas sans l'autre, on l'a vu, les technologies c'est une chose, mais après il y a l'appréciation sociétale, et c'est normal aussi, comme tout domaine, qu'on s'interroge, je pense, sur l'impact que peuvent avoir l'ensemble de nos domaines de recherche. Je vois une question au fond à gauche. Oui. Ah, il y a plein. Là-haut. Donc, je suis Christine Dillman de l'Institut Diversité, Écologie, Évolution du Vivant. Et merci beaucoup. J'avais une question. On a beaucoup parlé. Alors, je sais bien qu'on est scientifique, on aime bien quantifier, donc on fait un bilan carbone. Je remets pas du tout en cause l'utilité de ces outils, mais c'était par rapport au poids. Enfin, dans notre labo, on est dans la démarche EXP 1.5, et finalement, la première question qu'on s'est posée, on va savoir trancher entre l'avion, pas l'avion, etc., parce qu'on a des outils quantitatifs. Et la première question qu'on s'est posée, c'est une question un peu éthique, c'est-à-dire dans nos projets de recherche, lesquels on fait et lesquels on fait pas. Et pour ça, on manque d'outils sur l'estimation de la finalité et sur l'estimation des coûts. Et c'était un peu une question, comment est-ce qu'on peut, j'ai l'impression
inclure un peu plus de sciences sociales dans les labos de recherche. Enfin, on manque d'outils à ce niveau-là. Merci. Alors, je pense qu'Anne-Laure, peut-être tu pourras compléter. Je me souviens plus si Labo 1.5 est pas en train de développer des outils qui soient différent de simplement l'application de l'empreinte labo, qui restera, je pense, longtemps le carbone, parce que c'est relativement facile à quantifier. Évidemment, ça fait l'impasse sur d'autres impacts environnementaux et sur aussi l'apport sociétal que peuvent avoir les projets. On a aussi besoin de pouvoir discuter les choses, même quand on n'a pas de quantification à mettre derrière. Obliger les gens à se poser aussi la question plus largement, c'est aussi indispensable, même quand on n'a pas d'outils de quantification. Anne-Laure, sur les outils oui, alors j'ai pas de réponse toute faite. Je suis d'accord qu'il faudrait avoir plus de travail interdisciplinaire là-dessus. Simplement pour dire que c'est quand même des choses sur lesquelles on réfléchit pas mal sur les aspects numériques. Donc notamment dans le collectif Eco-Info. Alors évidemment, c'est pas du tout. Ça s'applique pas forcément du tout, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi effectivement, et on a essayé de proposer justement une façon d'évaluer les impacts potentiels, à la fois directs en termes des équipements nécessaires et tout, mais surtout des impacts indirects, c'est-à-dire qu'est-ce que ça risque de changer et dans le comportement des utilisateurs, est-ce qu'on va aggraver une situation de lock-in technologique ou pas. Enfin voilà, de réfléchir vraiment à quels impacts ça va avoir sur la société, les différents projets. Et je reviens un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure d'ailleurs aussi, c'est que je suis d'accord, ça veut pas, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut absolument pas d'innovation technologique, même si je pourrais discuter des aspects de visioconférence, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est important, et c'est ce que tu dis, Christine, de discuter des impacts, enfin des thématiques de recherche, des thématiques des projets, etc., en réfléchissant bien aux impacts généraux qu'ils vont avoir. Voilà. Donc, j'ai pas de solution toute faite, mais je suis d'accord avec ta remarque. Un point, Daniel veut aussi apporter un complément, c'est aussi que pour les doctorants, il y a maintenant une obligation à se former sur ces sujets de développement soutenable, et il y a 2 MOOC ou SPOC qui vont être mis à disposition. Un qui reprend des grandes conférences inaugurales pour s'ouvrir l'esprit qui étaient les conférences inaugurales du DU Agir pour le climat, donc qui reprend certaines thématiques mais qui va un peu plus loin. Et il y en a un qui est sur l'impact des pratiques de recherche, avec des discussions pas uniquement carbone pour le coup, mais aussi des discussions sur les autres formes de pollution, et qui sera bientôt en boîte. Et justement, pas que des pratiques. On aborde aussi tous les aspects thématiques de recherche, méthodes de recherche, etc. Ouais. Et qui sera du coup donc disponible pour les doctorants, mais aussi disponible pour l'ensemble des personnels de Paris-Saclay. Merci beaucoup pour la question. Je la trouve vraiment très importante, et je ne sais pas forcément bien comment l'attraper. J'espère que le début de l'après-midi nous apportera aussi plus de réponses là-dessus. Il y a 2 réflexions sur lesquelles je rebondis. La question de l'utilité de ce qu'on fait, elle est effectivement importante, parce qu'à la limite, sinon la façon la plus efficace de réduire notre empreinte, c'est d'arrêter de faire de la recherche. Puis voilà, il n'y a plus de recherche, plus d'empreinte, plus de problème. On sent bien que c'est pas satisfaisant comme solution, et que c'est pousser le raisonnement à l'absurde, qu'il y a quelque part quelque chose qui doit arrêter avant qu'on en arrive là. Mais le risque aussi à le réfléchir sous la forme de l'utilité, c'est comment est-ce qu'on la caractérise, cette utilité. Et je crois que c'est très important de pouvoir défendre une recherche qui n'est pas utilitariste, qui n'a pas vocation à être engagée directement sur des problèmes dont pourtant on sent bien l'urgence et la gravité. Mais je crois que si on sacrifie toute capacité à aller explorer des choses ou on essaie de comprendre pour comprendre, je ne sais pas très bien pourquoi on est en train de continuer à se battre dans ces cas-là. Oui, un petit mot là-dessus. Effectivement, la formule qui a été utilisée, quelle recherche faut faire et quelle recherche faut pas faire, est très dangereuse. Parce que l'expérience a montré que très souvent, c'est des thématiques qui semblaient à bout de souffle, qui brusquement rebondissent. Et comme disait l'un de mes collègues, personne n'est à l'abri d'une découverte. Il faut faire extrêmement attention avant de dire tel domaine de recherche est périmé. N'oublions pas qu'il y a certains théorèmes en mathématiques qui vous démontrent que affirmer qu'un système est à la fois complet et non contradictoire est quelque chose qui a été démontré faux
par le théorème de Gödel. Donc attention, oui, la recherche doit se poursuivre sur un front très large. Personne ne conteste que les enjeux sociétaux doivent donner des priorités, mais pas avec cette idée de rétrécir le champ d'investigation des connaissances. Merci. Il y avait des questions. Hervé Dole à ma droite, et puis après au milieu. Je ne sais pas où est le micro. Ah! Alors, d'abord la question à ma gauche, mais peut-être Hervé, tu peux venir prendre un micro. Ouais, si tu veux. C'était plus une remarque, mais qui me paraît importante pour rebondir sur l'intervention là du docteur là, tout à l'heure, du doctorant qui essaie de se positionner vis-à-vis donc de l'utilisation des ressources. Il y a une dimension importante pour les jeunes et qui sont quand même notre force vitale, hein, qui est la question du recrutement qui a déjà été abordée et le fait qu'à l'heure actuelle, très clairement, quelqu'un qui va utiliser des ressources de façon intensive, il va beaucoup publier, ça va être remarqué notamment par les commissions de recrutement. Donc je crois qu'il y a un enjeu ici qui est sur d'une part la compétitivité extrême à laquelle sont soumis les jeunes, qui les pousse forcément à publier beaucoup et éventuellement de façon utilitaire, et d'autre part à utiliser des ressources massives. Ça me fait penser que je ne me suis pas présenté. Donc, Patrick Henbel, je suis chercheur au CEA Saclay, astrophysicien, et je suis membre actif de Labo 1.5. Et je voulais mentionner qu'à ce sujet, on a fait un texte récemment à destination des commissions de recrutement pour leur demander expressément de prendre en compte la dimension environnementale dans les évaluations et de faire en sorte que ceux qui n'auraient pas fait une utilisation intensive des ressources ne soient pas forcément défavorisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Donc cette dimension, je pense que c'est quelque chose sur laquelle notre collectivité, ici en université, on peut agir, nous faisons partie des commissions de recrutement. Nous sommes ceux qui vont donner des messages et choisir des jeunes. Et donc, collectivement, essayer de faire progresser cette dimension, on a vraiment une marge d'action là-dessus. Et je pense que c'est l'essentiel, puisque ce sont nos collègues de demain que l'on recrute. Et donc, à nouveau, non seulement si on recrute ceux qui ont consommé le plus de ressources, c'est pas bon pour la planète, mais si en plus on sélectionne ceux qui se placent dans cette position de consommer beaucoup de ressources, c'est pas bon également. Donc intégrer cette dimension, je pense que ça fait partie des moyens d'action qu'on a vraiment aujourd'hui entre nos mains. Oui, merci. Effectivement, c'est quelque chose qui doit évoluer. On a eu l'occasion d'en discuter, notamment quand la politique recherche a été discutée en conseil académique. S'il n'y a pas une reconnaissance, aussi une appréciation de ces aspects dans l'évaluation des carrières et du recrutement, ça peut pas aller. Et aussi l'implication qu'il peut y avoir, comme on le disait, des gens qui travaillent sur les trajectoires de leur laboratoire, ça prend forcément du temps. Et du coup, ça doit, d'une manière ou d'une autre, être aussi un travail qui est reconnu pour que ce soit faisable. Donc, il y a une évolution des évaluateurs, qui dépend de la formation et de la sensibilisation des évaluateurs, mais aussi des agences d'évaluation, où là aussi on est en attente de critères plus formels des agences d'évaluation, que ce soit de projet ou l'HCERS qui est aussi en train de faire évoluer ces critères. Hervé, tu as un micro cette fois. Je peux juste réagir à Patrick, pardon. Non, mais c'est juste pour dire, je suis tout à fait d'accord et que, au-delà de juste prendre en compte les activités sur les pratiques, etc. Typiquement, le fait d'avoir une course au nombre de publications me semble totalement déraisonnable. C'est des choses dont moi j'ai discuté souvent en comité de sélection et en section CNU. Par contre, c'est pas très facile de faire progresser les choses là-dessus, quand même, je trouve. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas censé que s'intéresser au nombre de publications, voilà. De toute façon. Ouais. Merci pour vos témoignages et vos réflexions. Je suis Hervé Dole, astrophysicien et un DVP de l'université. Pour ce qui vient en lien avec ce qui vient d'être dit par Patrick et vous, qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux de la part des tutelles, par exemple l'université Paris-Saclay ou d'autres, mais aussi les organismes, et puis peut-être l'ANR, les ERC, l'HCERS a déjà mis des choses comme ça, mais donc on voit qu'il y a des actions tout à fait fructueuses qui proviennent donc des collègues dans les labos avec une réflexion globale, labo 1.5, etc. Mais un peu comme les citoyens, où les gestes, disons, individuels ou à échelle relativement petite sont très importants, mais pas que. Voilà. Qu'est-ce
qu'est-ce que les universités, les organismes, l'Europe éventuellement, pourraient, à l'aune de ce que vous venez de dire, hein, et de vos actions et de votre expertise, etc., qu'est-ce qu'on pourrait enclencher, comment on pourrait enclencher la seconde, en quelque sorte, hein, en tant qu'université, organisme, décideur, ministre, enfin qui vous voulez, pour accompagner tout ça au-delà de la bienveillance des GDR, c'est super et tout, mais voilà, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin, et comment, selon vous? Merci. Il y a déjà des premiers exemples. Par exemple, depuis, je crois maintenant 2 mois, le CNRS déclare non conforme à la politique voyage, tout voyage en avion quand il y a un train qui permettent d'atteindre la même destination en moins de 4 heures. Donc il y a déjà des choses qui sont faites. Je ne sais pas si à l'université, par exemple, ce type de critère est déjà mis en place. C'est le cas partout, c'est une obligation. Alors pareil, j'ai pas de grand plan déjà bien établi en 3 parties, mais il y a un élément qui avait été évoqué plus tôt et je le souscris complètement. C'est le côté de l'économie de la promesse. Le fait que pour être financé, il faut commencer par dire que on va soigner le cancer, faire disparaître la faim dans le monde et tout ça avec des atomes froids. Et alors en plus c'est toujours les mêmes choses qu'on vend et tous les débuts de thèse c'est pareil. Tous les débuts de thèse dans le photovoltaïque commencent par expliquer à quel point avec le photovoltaïque on va régler le problème de l'énergie dans le monde. Et je pense que c'est pas une bonne chose qu'on fasse ça. Et ça tord la recherche pour la rendre motivée par ces enjeux utilitaires. Et je pense qu'elle peut apporter, qu'on doit en attendre d'autres choses que ça exclusivement. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ça c'est plus compliqué. Tu évoquais le niveau européen ensuite. J'ai vu dans mon institut de recherche la conclusion à laquelle sont arrivés des gens de se dire pour réussir à avoir des projets, il va falloir passer par des cabinets de conseil pour réussir à écrire les dossiers, pour avoir les financements. Là, on est sur un truc qui clairement marche complètement sur la tête. Moi, l'idée serait de rebondir sur ce qui a été dit. Je crois que ce soit les tutelles, que ce soit le CNU, c'est vraiment de faire attention au qualitatif plus qu'au quantitatif. Ça a déjà été dit, le quantitatif nous mène à une forme de course qui n'a pas beaucoup de sens. Et c'est véritablement s'attacher, pour nous par exemple sur des articles, très clairement, tout simplement pas regarder que le quantitatif, c'est véritablement lire les articles, ça prend plus de temps, mais qu'il y ait des vraies évaluations, s'intéresser pas seulement à la technicité de l'article, mais aussi au sens de ce qui est dit. C'est ce qu'on attend de façon générale, et c'est ce qu'on enseigne dès la première année de droit, de la qualité du droit, s'attacher à ce qui est précurseur plus à ce qui est suiveur, etc. Et c'est vraiment revenir, pour moi, à ce qui est de plus, ça devrait pas être un gros effort parce que c'est le sens fondamental de la recherche, c'est-à-dire revenir à une utilité de la recherche à l'humanité et à sa qualité plus qu'au quantitatif. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je vais proposer un principe encore plus général. Moi, il me semble que les enjeux environnementaux, ils devraient être intégrés dans toute décision prise par n'importe quelle tutelle, ce qui est très loin d'être le cas actuellement. Voilà, c'est un principe très général. Après, évidemment, je vais pas détailler. Enfin, je peux détailler si vous voulez, si vous avez 3 heures, comment ça peut se décliner dans toutes les décisions. Mais en tout cas, actuellement, il y a énormément de décisions qui sont prises qui ne prennent pas du tout en compte les enjeux environnementaux. Et ça me semble pas normal. Donc voilà, je proposerai un principe très simple. Toute décision qui est prise par l'université doit prendre en compte les enjeux environnementaux. Je rajouterai juste un tout petit mot le temps que le micro circule. Bon, trop tard, il a circulé. Je rajoute quand même un tout petit mot sur la question des carrières qui a été un peu évoquée en creux au niveau du recrutement ou de la reconnaissance. Je crois qu'il y a aussi un enjeu de qu'est-ce que nous on attend de nos carrières. Au moment où moi j'ai décidé de changer complètement de domaine, je me suis dit que j'aurais pas une carrière académique et puis que ça m'empêcherait pas d'être heureux. Et je crois que c'était important comme changement. Quand je fais de la médiation scientifique et que je prends sur mon temps de recherche pour faire ça, je suis pas en train de publier, donc je sais que ça m'oriente pas vers une carrière de recherche avec une reconnaissance internationale. Puis c'est comme ça, c'est les choix que je fais moi et ça me va bien de le faire. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. C'était peut-être Hélène Gispert, historienne des sciences. C'était peut-être une réponse à la question d'Hervé.
une réaction par rapport à la question d'Hervé, ce qu'on attend des tutelles ou... Alors, on a parlé des projets de recherche, on a parlé des jeunes et de leur entrée dans une carrière, quelle qu'elle soit. Et moi, une réaction, c'est rétablir ou amplifier des financements récurrents, des postes récurrents. Et les chers professeurs juniors, elles n'aident pas à faire décroître la recherche. La concurrence pour chaque postdoc, il y a quand même des conditions structurelles de la recherche aujourd'hui qui aggravent l'accélération, la course à l'accélération, la course aux publications, quelles que soient les bonnes volontés qu'on ait. Donc pour moi, une des réponses à la question d'Hervé, c'est ne pas filer tête baissée dans la précarisation et dans le ralentissement des postes pérennes et des financements pérennes de la recherche, ce qui donnerait un souffle pour ce temps lent dont on a besoin, cette absence de promesses à tout va dont on a, paraît-il, besoin pour répondre aux appels à projets. Merci Hélène. On anticipe déjà la discussion de cet après-midi qui est plus sur l'organisation de la recherche. Je laisse Yves répondre. Juste un point là-dessus. Les grandes réformes Sarkozy, c'est 2005-2006. On a maintenant 18 ans de recul. Est-on vraiment sûr de constater un progrès immense dans le poids et le fonctionnement international et le fonctionnement de la recherche française suite à la mise en place de ces outils? Alors vous allez me dire que c'est une réaction de vieux con, mais je n'en suis pas convaincu. Bien, sur cette remarque de Yves, nous avons...